Bonsoir et bienvenue sur TV78 pour une nouvelle édition du journal. Tout de suite, les titres de ce jeudi 24 février. Après plus de 400 000 injections, le vaccinodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines est sur le point de fermer ses portes. Notre invité Jean-Michel Fourgousse, président de l'agglomération, nous dressera un bilan de plus d'1 an de mobilisation. Skibus poursuit sa conversion après l'électrique, c'est le biométhane qui fait son entrée dans le parc de véhicules du transporteur. 41 bus en sont aujourd'hui équipés. Des cimetières arrivés à saturation. Face à ce constat, la commune de Voisins-le-Bretonneux souhaite la construction d'un nouveau site. Les travaux pourraient débuter à la fin de l'année 2022. Mais on commence avec une information. Le centre-ville de Poissy bouclait le temps d'une intervention au sein même de la maison centrale. Ce matin, un détenu a réussi à grimper sur le toit du site, entraînant l'intervention de la police nationale et de l'équipe régionale d'intervention de sécurité. Le détenu, condamné en 2021 pour le viol d'une policière, cherchait à obtenir son transfert dans une autre prison. Un incident qui, selon Carl Olive, le maire de la commune, je cite, démontre que la maison centrale n'a plus rien à faire en centre-ville. L'édile réitère sa demande de transfert de l'établissement le plus rapidement possible. Ce vendredi 25 février, le vaccinodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines va fermer ses portes. Et avec moi en plateau, Jean-Michel Fourgousse, bonsoir. Bonsoir. Le président de Saint-Quentin-en-Yvelines. On va revenir ensemble sur ce dispositif qui a débuté il y a un peu plus d'1 an. Mais avant cela, je vous propose de regarder un reportage. Justine Brasier et Mathilde Francou se sont rendus sur place en cette veille de fermeture. Il avait ouvert ses portes le 18 janvier 2021. Un peu plus d'1 an après, le vaccinodrome de Sky ferme ses portes. Clap de fin vendredi 25 février. Une page qui se tourne pour le personnel sur place. Un mélange de nostalgie et de satisfaction. Bilan de cette expérience, déjà, je dirais humaine avant tout. Parce que des rencontres avec toutes sortes de professionnels de santé, au niveau ingénieur, logistique, communication, enfin vraiment tous les corps de métier qu'on n'aurait peut-être jamais eu l'occasion de rencontrer. Ensuite, la chance d'avoir pu participer à cet élan national. Aujourd'hui, les besoins ne sont plus les mêmes. La période de vaccination massive est terminée. Le vaccinodrome passe le relais à la médecine de ville. Maintenant, une médecine un peu moins massive et plus de proximité est suffisante, nécessaire encore, mais suffisante pour être auprès des patients et finir au mieux cette vaccination massive. Le vaccinodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines aura permis de réaliser plus de 400 000 injections. Une prise en charge facile selon les patients qui profitent des derniers moments du centre pour se faire vacciner. Mon médecin traitant m'a mis au courant qu'à partir du dernier vendredi de mois qu'il allait fermer le vélodrome. Mais ça, c'est pas facile à trouver aussi. Je pense pour un centre, c'est mieux. Le médecin de ville a déjà beaucoup d'occupations et ne serait-ce que pour prendre un rendez-vous médical, c'est très compliqué pour avoir un rendez-vous. Donc je pense que oui, le centre de vaccination, c'est plus sympa, quoi. C'est plus facile d'utilisation, on va dire. Jour de clôture du vaccinodrome, vendredi 25 février, il pourrait être réarmé en fonction de l'évolution de l'épidémie. Jean-Michel Fourgousse, on l'a dit, on l'a vu dans le reportage, un peu plus d'1 an d'ouverture. Le site a changé plusieurs fois de visage en fonction des besoins. Est-ce que lorsque les premières injections ont lieu en 2021, janvier, vous attendiez à une telle activité et arriver à 400 000 injections ? D'abord, c'est passé en mi-janvier. On avait près de 100 morts sur les 12 communes de Saint-Quentin-en-Yvelines. Là, avec les 12 maires, on a pris la décision de faire un choix fort, de se réunir à 12, plutôt que de faire 12 petits centres, de faire un seul centre, mais puissant. Et on a pris effectivement un site exceptionnel, parce que, bien entendu, le vélodrome national construit pour les Jeux Olympiques, avec beaucoup d'avantages. Il était près de l'autoroute, près de la Nationale 10, avec un grand parking. C'est un lieu prestigieux, identifiable facilement, un peu totémisable, comme on dit. Donc voilà, décision forte, rapide, concertée avec les 12 maires, avec les partenaires, régions, départements, bien sûr ARS, qui était vraiment l'instrument public qui a été très à la hauteur là-dessus, il faut le reconnaître, les entreprises, qui en fait payent tout. Je vous signale que c'est toujours les entreprises qui payent en finale. Qu'est-ce que ça représentait justement pour l'agglomération ? Vous parliez de coûts, de... Écoutez, je vais vous répondre sur le coût. Donc, avec bien sûr les entreprises qui bien sûr sont eux qui payent les impôts que nous, bien sûr, on redistribue. Voilà. Donc, en même temps, une équipe sanitaire recrutée très pointue, où il fallait des médecins,
des infirmières, bien sûr une administration assez importante qui devait soulager les médecins, qui ne devaient faire que l'entretien médical. Oui, c'est 1000 personnels mobilisés, 500 soignants. Ça a été facile de rassembler toutes ces personnes? Non, c'était très, très compliqué, bien sûr, de recruter des gens avec des professeurs de médecine, etc., enfin, avec des gens de très haut niveau. D'ailleurs, il faut même rajouter qu'il y avait une communauté scientifique qui suivait l'évolution du centre parce qu'ils voulaient faire des études, bien sûr, parce qu'avoir un tel échantillon, c'est idéal, bien sûr, pour la recherche médicale. Donc, il y avait bien sûr beaucoup de gens mobilisés, de très haut niveau, très pluridisciplinaires. Je crois qu'on l'a dit tout à l'heure au reportage, c'est vrai que ça a été une expérience humaine extraordinaire. Les gens se rencontraient, ne connaissaient pas les métiers de chacun. Et ça a été quand même assez formidable. Et comme quoi les crises créent des situations, vous savez, à situation exceptionnelle, vous avez des comportements exceptionnels. On l'a vu, bien sûr, de la part de tous nos partenaires. Donc très soudés dans cette crise. Et en même temps, on a découvert qu'au bout de 12 mois, on avait construit un outil puissant de gestion de crise. Et vous savez que si vous devez réarmer, si l'ARS revient vers vous, pour vous dire qu'il faut réouvrir, vous êtes en capacité de le faire? Oui, mais même l'armée d'ailleurs est venue voir ce site pendant la crise et a dit effectivement il faut un site fort comme ça dans chaque département. Parce que c'est vrai que demain, en plus bien sûr du dispositif avec les médecins, mais bien entendu pour une gestion de crise puissante comme on l'a vu, oui, où on a quand même eu 130 000 décès en France, bon, bien entendu c'est quand même un truc assez grave. Alors nous ici, c'est un outil aujourd'hui que l'on maîtrise, on peut descendre à 500, pas en dessous, en dessous de 500 on passe à la médecine de ville parce que le coût c'est quand même de l'argent public. C'est l'argent des impôts que payent bien sûr les entreprises et les salariés, bien entendu. Donc, et puis, en même temps, c'était quand même un peu... certains journalistes ont dit que c'était un 5 étoiles parce qu'il y avait un restaurant pour les collaborateurs, médecins, administratifs, infirmiers. Il y avait une pharmacie renforcée, très pointue. Il y avait... parce qu'il fallait... les aiguilles n'étaient pas de la même taille, par exemple pour les enfants. On avait plusieurs vaccins, on avait plusieurs situations de vaccination. Donc on avait une pharmacie spécialisée, on avait aussi une infirmerie renforcée également, une équipe de sécurité, parce que quand les antivax attaquaient bien sûr les vaccinodromes, on était désignés parce qu'on était un des plus puissants, identifiés et puis très médiatisés. Donc bien entendu on a dû renforcer, on a multiplié par 3 les équipes de sécurité. Bon, on a vécu quand même des moments. Donc voilà. C'était un an chargé. Oui, c'était très chargé. Il fallait en même temps maintenir les sportifs qui s'entraînaient pour les Jeux Olympiques autour de nous. Fallait garder quelquefois, par exemple le salon de l'étudiant, fallait le garder. Alors il a fallu démonter le centre pendant donc une journée, laisser le salon de l'étudiant se dérouler normalement, et puis remettre le centre. Bon, il y a eu bien sûr des situations assez bon. Non, simplement les enseignements qu'on peut tirer, c'est que premièrement, entre les équipes de terrain et l'État est trop distant. Aujourd'hui, il faudra mettre ça sur la table. On ne peut pas avoir un État qui est dans des jeux de pouvoir, qui n'a plus de moyens. C'est nous qui les avons en fait. Qui n'a plus de, je dirais, même d'expertise. Tout simplement. Donc c'est vrai qu'on perd beaucoup de temps. Il faut régler ce problème. L'État, soit il se remet aux normes de qualité, de terrain, de venir dans le réel, soit il faut faire quelque chose. Après, les entreprises, ça s'est très bien passé. Elles, bien sûr, elles ont l'habitude d'avoir une forte réactivité. Et puis les collectivités, alors les collectivités, c'est une espèce de mélange entre l'État, c'est l'État de proximité. Donc qui a presque les mêmes réflexes que l'entreprise, bien sûr, et qui a un peu aussi la légitimité de l'État. Après, on le voit, le temps file. Monsieur Fourgouze, et que je voudrais qu'on parle de l'étude épidémiologique. Donc on l'a bien compris, le centre de vaccination de Saint-Quentin-en-Yvelines ferme ses portes. Il y en a un autre qui ferme aussi. C'est annoncé, c'est chez Raymond. Il était ouvert le 6 décembre dernier, c'était à Poissy. Le site verra, lui aussi, ses dernières injections se faire ce vendredi 25 février. Lui, il aura réalisé autour de 15 000 vaccinations, et les équipes restent comme vous, restent attentives à une éventuelle recrudescence. Alors je le disais il y a quelques secondes, l'autre actualité sur Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est une étude réalisée avec l'UFR Simone Veil Saint-Quentin, l'Université Versailles-Saint-Quentin, justement. Pourquoi vous êtes partenaire de cette étude ? Parce qu'on a senti, les médecins et le corps scientifique de Paris-Saclay s'est dit, mais 400 000, ils sont sur 400 000 vaccinations, c'est un terrain extraordinaire pour des études sur la santé, etc. Bon, donc on a lancé ce projet, donc une étude épidémiologique. Alors, on n'a pas eu toutes les autorisations, donc on a fait retarder ça, et puis en fait, on est arrivé vers la fin, et là, on a dit,
on a le savoir-faire aujourd'hui. On sait que s'il y a une nouvelle crise, et il y aura certainement, malheureusement, une nouvelle crise, l'équipe est prête. Il faut que cette fois-ci, on réussisse l'équipe épidémiologique, parce que ça veut dire pourquoi vous avez peut-être 12 mois d'immunité, moi j'en ai que 4 mois. Voyons, il faut qu'on avance là-dessus. Donc c'est l'objectif. Et puis c'est aussi d'améliorer, c'est un questionnaire pour améliorer le problème de la désertification des médecins. Voilà comment vous faites pour trouver un médecin externe. Donc c'est une étude sur la qualité de santé pour préparer, s'il y a une nouvelle crise, qu'on ait un outil puissant aussi avec les scientifiques, avec les chercheurs, pour améliorer bien sûr la santé. Et qui s'adresse à qui ? C'est les habitants, les travailleurs ? C'est l'ensemble des gens qui habitent Saint-Quentin ou bien des gens qui y travaillent. Elle est anonyme. Elle est anonyme. C'était important de la rendre anonyme pour peut-être qu'il y ait plus de réponses ? Écoutez, ça c'est après à voir avec, parce que la phase suivante c'est le faire avec l'INSERM, avec Pasteur qui est aussi intéressé, et bien sûr la communauté scientifique de Paris-Saclay et l'université de Saint-Quentin, enfin qui est dans Paris-Saclay. Donc c'est une première phase pour aller vers l'e-santé, vers en fait des systèmes qui vous permettent de mieux de comprendre plus vite le diagnostic. De prendre des dispositions aussi pour, bien sûr, mais d'avoir une meilleure communication avec votre médecin, d'échanger avec les cas qui ont, les gens qui ont les mêmes symptômes que vous. Enfin, c'est l'e-santé de demain, c'est la santé prédictive. Donc, nous, on commence déjà à ouvrir ce territoire au travers de cette étude. Et donc, justement, pour ceux qui souhaiteraient répondre à l'étude, le lien s'affiche en bas de l'écran. Merci Jean-Michel Fougos d'avoir répondu à nos questions. Après l'électrique, le biométhane est aujourd'hui présent dans la flotte de skibus. Au dépôt de Trappes, 41 bus en sont maintenant équipés. Ils constituent une grande partie du réseau Saint-Quentinois. Regardez. Depuis quelques mois, les conducteurs de bus du réseau Skibus ont une routine un peu différente qu'à leur habitude. Maintenant, leurs bus fonctionnent au gaz naturel. Ils ouvrent la trappe, ils enlèvent le bouchon, et on a un pistolet à disposition qu'on va brancher. On se met toujours en sécurité et on enclenche le pistolet et on ouvre la vanne pour le gaz. Et voilà. En mai dernier, le dépôt de Trappes avait entamé sa conversion au gaz naturel. Ce sont aujourd'hui 41 bus roulant au biométhane qui sont en circulation. Un bus GNV est un bus qui bénéficie du carburant gaz, comme tout à chacun, du gaz de ville. Et pour pouvoir y accéder, on a besoin d'un compresseur. Le réseau Skibus est composé de 38 lignes. Globalement, géographiquement, ça concerne la gare de Trappes, Plaisir, la Verrière et l'Encourt. Plus écologiques et moitié moins bruyants, ils réduisent de 80% les émissions de CO2 par rapport au diesel. Ils vont remplacer progressivement les bus les plus anciens et les plus polluants. Un programme de transition écologique à l'initiative de la RATP et d'Île-de-France Mobilité sans équivalent en Europe. La région Île-de-France, à travers Île-de-France Mobilité, a pour objectif de devenir la première région à atteindre la décarbonation totale de l'ensemble des modes de transport en commun. De nombreuses nouveautés, améliorations, je vais en citer quelques-unes qui sont majeures. 3 portes au lieu de 2, facilitant ainsi le flux voyageurs. 6 valideurs au lieu de 3. Des ports USB à disposition des voyageurs et des places assises réservées aux personnes âgées ou aux PMR matérialisées en rouge. Avec plus de 13 millions de voyageurs par an, le réseau Skibus entend bien se mettre au vert, de quoi peut-être aider à augmenter sa fréquentation en baisse à cause de la pandémie depuis 2020. Un nouveau cimetière est en projet à Voisins-le-Bretonneux. La raison, les 2 déjà existants sont arrivés à saturation. Le nouveau site prendra place au stade de rugby du Champ du Loup. Les précisions de la maire de la commune dans ce reportage de Justine Brasier. Un futur cimetière devrait voir le jour ici même au stade du Champ du Loup de Voisins-le-Bretonneux. Un terrain de 5200 mètres carrés avec un potentiel de 600 places, dont 460 tombes. L'un des seuls endroits possibles de la commune pour accueillir le projet. Parce qu'il n'y a pas de zone humide à cet endroit-là. Vous savez, la zone humide, c'est une zone écologique qu'il faut préserver ou compenser si on la détruit. Et les études de sol que nous avons faites montrent qu'aux alentours, il y a des zones humides un peu partout, sauf sur le terrain de rugby et sur le fond des terrains de foot à 7 qui sont derrière. Autre raison à cet emplacement, le terrain est peu utilisé, 1 fois par semaine, par les seniors du club de rugby.
Quand je les ai rencontrés pour leur en parler, ils m'ont dit que comme ils avaient d'autres terrains sur les autres communes, eh bien, ils pourraient s'organiser différemment, même si ça reste forcément un crève-cœur de supprimer un terrain de rugby. Un projet initié face au manque de place. À l'heure actuelle, Voisins-le-Bretonneux dispose de 2 cimetières, l'un traditionnel autour de la petite église du village, le deuxième implanté derrière le Carrefour Market. Vieux d'une quarantaine d'années, il dispose de 480 sépultures. Tous deux arrivent à saturation. Un manque de place est lié au vieillissement de la population, mais pas que. Aussi effectivement des familles qui souhaitent renouveler les concessions, donc on peut faire 15 ans ou 30 ans, mais on a tout à fait le droit de les renouveler. Voilà, ce qui fait qu'au bout de 40 ans, c'est pas illogique et que le cimetière arrive un petit peu à saturation. Début des travaux espérés fin 2022. Nous vous proposons maintenant une rencontre. Joachim Franchetot a 15 ans, il habite à Chanteloup-les-Vignes. Sa vie tourne autour du théâtre. Il a commencé à la Compagnie des Contraires à l'âge de 8 ans. Son objectif était alors de contrôler ses émotions. Un sujet de Nicolas Dandry, Bichente Mérien Saint-Esteban et Sylvie Schniral. Pour moi, l'école, c'était limite une prison, quoi. Je stressais, je pleurais des fois, j'aimais pas les remarques, tout ça, c'était très compliqué. Aujourd'hui, une passion, le théâtre était au début un échappatoire pour Joachim. Enfant, il avait des difficultés à gérer ses émotions. Il est donc orienté vers la Compagnie des Contraires. J'ai vraiment trouvé un truc super, quoi, de permettre de jouer un rôle, d'exprimer des émotions, et puis c'était l'éclate, quoi. Le théâtre lui a permis justement de jouer, comme il l'a exprimé, ses émotions. Et puis d'un seul coup, il était valorisé aussi. Il était mis en lumière, alors que jusqu'alors, les instituteurs ne savaient plus trop comment faire avec lui, quoi. Et ce qui lui a amené forcément à canaliser ses émotions, à jouer avec, et puis d'être valorisé, quoi. Comment ça, me regardez là? Ah! Arrêtez! Arrêtez! Ce jour-là, Joachim rend visite à son professeur Lassad et aux enfants de la Compagnie des Contraires. Comme eux, il a appris la pratique théâtrale sous ce chapiteau à Chanteloup-les-Vignes, des débuts à l'âge de 8 ans jusqu'à ses 14 ans l'année dernière. On a estimé depuis l'année dernière qu'il est prêt pour poursuivre le travail tout seul. Maintenant qu'il est au lycée, donc il aimerait bien faire un bac théâtre et aller plus loin, pourquoi pas faire des études supérieures et devenir comédien. Créée en 1991, la Compagnie des Contraires est une association de Chanteloup-les-Vignes. Sa vocation, travailler sur l'inclusion et l'insertion par l'art. C'est le cas de Joachim. Un jour, il est arrivé ici et j'ai compris tout de suite que Joachim, il avait une sensibilité spéciale et que le théâtre pourrait être pour lui vraiment le chemin de la lumière. Il tenait toujours le rôle principal. Alors il était vraiment, il est toujours un moteur de toute la troupe de théâtre qui s'appelle Sentinelle des Contraires. Il a évolué beaucoup, Joachim. Il continue à évoluer. À 15 ans aujourd'hui, et même si la Compagnie des Contraires ne fait plus partie de son quotidien, Joachim joue le premier rôle du film documentaire intitulé Le Repère des Contraires de Léa Rinaldi. Le FC Versailles continue sa préparation pour la demi-finale de Coupe de France mardi 1er mars face à Nice. Entre les moments d'effort, des moments de réconfort, l'équipe s'est ainsi retrouvée hier à la brasserie du Théâtre Montansier à Versailles. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver le replay sur notre site internet et notre application mobile. Dans un instant, vous retrouverez un nouveau numéro du 7-8 2024 présenté par Grégory Canadé. Bonne soirée sur TV Soto.